elle doit être la base d'une nouvelle souveraineté dont la traduction politique serait du destin commun. C'était la seule manière de comprendre les choses au moment de la signature de l'accord de Nouméa. Alors, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que dans la suite logique de l'accord de Nouméa, la reconnaissance dans la Constitution française, s'il y a un nouvel accord, ou dans la Constitution d'un nouvel État, ce que beaucoup d'entre vous souhaitent, eh bien, il faut inscrire dans la Constitution le système des valeurs et des principes fondamentaux pour garantir la reconnaissance des droits kanaks que seul le modèle du pluralisme juridique peut garantir. Alors donc il y a un préalable. On l'a vu hier dans l'exemple de la Constitution du Vanuatu. C'est l'inscription dans la Constitution de ce qui est essentiel pour l'identité kanak. Le Vanuatu, ils n'ont pas parlé de pluralisme juridique, ils n'ont pas parlé de droit. Ils ont mis un concept clé, c'est la terre. La terre. Ils ont dit la terre, elle revient au Nivanuatu. Et les chefferies, les clans, etc. en sont les dépositaires. Ils ont mis simplement ça dans la Constitution. Mais en mettant ça, c'est fondamental, parce que tout est lié à la terre. Tout est lié à la terre. Tu fais des usines sur la terre, tu trouves des mines sur la terre, et ainsi tu installes les populations sur la terre, etc. Et donc ils ont trouvé cette formule. Tout repose sur la terre. Enfin, ils ont inscrit ça dans la Constitution. Donc, nous, c'est un peu la même chose. On peut très bien redire la même chose pour la nouvelle Constitution. Mais c'est un préalable, cela. Je voulais insister sur le mot préalable. C'est un préalable. Si on ne le fait pas, on est voué à être transporté à droite ou à gauche par les institutions, les institutions républicaines. Et donc, c'est un préalable. Il faut que l'identité kanak, il faut que la terre, par exemple, c'est la terre, parce que dans l'accord de Nouméa, ils ont inscrit le pluralisme juridique en ce sens que, pour la terre, par exemple, ils disent il y a 3 catégories de terre. Il y a trois droits juridiques liés à la terre. 3 systèmes. Il y a le droit, il y a les terres coutumières, les terres républicaines, domaniales, et puis les terres privées. Donc l'accord de Nouméa, c'est pour ça qu'on dit que l'accord de Nouméa, c'est un système de pluralisme juridique. Et là-dedans, la question, c'est comment les Kanaks récupèrent la terre. Alors, il y a un mécanisme qui est mis en œuvre par la DRAC aujourd'hui, mais voilà, c'est dans la Constitution. Et donc, c'est important. Donc, c'est un préalable. Il ne faut pas que ça disparaisse, ça, des prochains accords. Il ne faut pas que ça disparaisse. Si ça disparaît là, ça veut dire qu'on n'aura aucune garantie pour la suite. Ensuite, dans les fondements constitutionnels, parce qu'à côté des terres, ou à côté de l'identité kanak, nous, c'est ce que le Sénat, je parle sous couvert des sénateurs, mais quand le Sénat a évoqué les principes fondamentaux du droit de la charte du peuple kanak, normalement, c'est ces principes-là qui sont dans la prochaine Constitution. Autrement dit, c'est la charte qui doit être constitutionnalisée. La charte du peuple kanak. Mais non pas en tant que loi, puisque la loi, c'est la loi qui gère la vie de tous les jours. La Constitution, elle sert de verrou pour ne pas dépasser des choses, ou pour ne pas assujettir des gens. C'est pour respecter des principes. La Constitution sert de verrou. Mais après, c'est les lois qui
Et donc, il faut différencier entre la loi et la Constitution. Et la charte et la vocation à venir dans la Constitution. Normalement, le Sénat a demandé que le Congrès, à la suite de la reconnaissance à la suite du vote, mais c'est un vœu, hein, que le Congrès a voté seulement un vœu. Le Congrès a voté le vœu qui reconnaît, pour dire reconnaître, sous réserve que ça, ils ont rajouté sous réserve que ça ne remette pas en cause l'accord de Nouméa. Ils ont reconnu le vœu, ils ont adopté le vœu qui dit qu'on reconnaît la déclaration sur les droits des peuples autochtones. Mais c'est un vœu. C'est un vœu. Nous, le Sénat, le président et les sénateurs ont demandé, l'ancienne mandature, ont demandé que ça figure, qu'il y ait l'adoption en même temps de la charte du peuple kanak. Enfin, après, hein, parce que le vœu a été adopté en 2013. Hein, et puis 2014, la charte a été adoptée en 2014. Donc, la charte a vocation à être dans la prochaine constitution, comme la déclaration des droits de l'homme. Dans la constitution française, si vous voulez, il y a la constitution, elle est rivée, elle est accrochée à des conventions internationales ou à des droits fondamentaux. Donc les conventions internationales, c'est les conventions de l'ONU. Et puis en France, ils ont ce qu'on appelle la déclaration des droits de l'homme. Il y a un autre aussi, c'est la charte de l'environnement. C'est des textes qui ont valeur constitutionnelle, c'est-à-dire qui sont des principes qui sont dans la Constitution. C'est-à-dire que tout ce qui va être voté par le législateur, autrement dit par l'Assemblée nationale, doit respecter ces principes. Dès lors qu'il y a une loi qui enfreint à ces principes, elle est remise en cause. Elle est anticonstitutionnelle et peut pas. Et donc c'est ça la garantie de la Constitution. Donc la charte du peuple kanak, elle a vocation à être dans la prochaine Constitution ou à être dans la Constitution aujourd'hui. C'est ce qu'on peut retenir. C'est un préalable fondamental. Et encore une fois, on l'a vu dans l'exemple du Vanuatu. Alors après, on parle des principes et des systèmes de valeurs pour Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Alors le droit à l'autodétermination du peuple kanak. On dit tout simplement, ce que je suis en train de dire, c'est ce que dit le Sénat par ailleurs, c'est que le droit à l'autodétermination du peuple kanak, il doit être garanti. Alors, ce droit, c'est le droit d'être, continuer à se revendiquer de sa coutume, de son identité, de ses terres, etc., etc. C'est le droit à l'autodétermination. Et le droit à l'autodétermination, c'est aussi, selon le concept de l'ONU, c'est l'impossibilité pour tout pouvoir étatique, gouvernement, congrès, etc., de prendre des mesures sans le consentement du peuple kanak. Sans le consentement du peuple kanak. Après, la deuxième question qui va être posée après, c'est qui est le peuple kanak? Est-ce que c'est les citoyens ou est-ce que c'est les citoyens encadrés dans des clans, dans des chefferies, etc. Donc, le premier principe, c'est le droit à l'autodétermination du peuple kanak. Je ne sais pas si vous avez lu la charte des valeurs calédoniennes, ils en parlent un petit peu. Il y a un petit volet là-dessus qui dit qu'il faut respecter. On peut continuer, mais la formulation laisse à désirer, mais on peut continuer à revendiquer l'indépendance. La charte des Calédoniens, la charte calédonienne des valeurs ne remet pas en cause le principe de l'accession du pays à l'indépendance. La légitimité coutumière, deuxième principe, et la légitimité démocratique. Alors là, c'est important parce que le vague est entretenu par le modèle qui nous domine aujourd'hui. Mais on sait très bien qu'il y a deux légitimités. Pourquoi la légitimité coutumière n'est pas mieux assise, n'est pas respectée dans la gouvernance institutionnelle? Je le redis encore, il y a des propositions, on peut le faire, mais toujours est-il que ça n'a pas été. Donc c'est un principe, ça. Il faut à tout prix que si on veut
Parce qu'on parle toujours de droit, mais le droit, ce sont des autorités, ce sont des structures, et donc ce sont les structures coutumières qui sont ces structures, qui sont des structures de gouvernance, qui doivent dire le droit coutumier, et qui doivent avoir qui doivent décider en dernier ressort de ce qui doit être fait. Alors, on reviendra dessus, mais la gouvernance, la légitimité coutumière, elle s'exprime en principe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau des chefferies des clans. Alors, on dit chefferie, clan. Donc ça veut dire que tout ce qui touche aux chefferies et aux clans, il faut, pour la partie publique, la partie gestion de territoire, gestion de l'ordre public. Pour cette partie-là, il faut qu'on fasse l'effort de clarifier, de préciser. Et ça ne pourra être que par l'objet d'une loi du pays qui porterait là-dessus. Qui porterait sur la nature de la chefferie et sur les moyens dont il dispose, sur les outils dont il dispose. Il y a un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui, mais que les chefferies mettent en œuvre comme ça, en fonction de chaque région. Donc l'idée, c'est de doter les chefferies de vrais outils, de vrais moyens, et en fonction des compétences qu'ils exercent déjà, et puis des compétences. Les chefferies exercent beaucoup de compétences aujourd'hui. Rien ne se fait sur les territoires des communes, en grande majorité kanak. Rien ne se fait sans les autorités coutumières. Donc qu'est-ce qui nous empêche de préciser, de dessiner les contours des compétences que les chefferies exercent, que les autorités coutumières exercent? Ça, c'est un travail à faire. Et c'est un travail important si on veut faire progresser le droit coutumier. Donc les deux légitimités doivent cohabiter en bonne intelligence. L'exemple des communes est patent. L'exemple des communes, c'est quoi? C'est que les communes, les maires sont dotés, les communes sont dotées, j'ai été moi-même maire, les communes sont dotées de moyens qui sont insuffisants, on le dit souvent, mais qui sont conséquents et qui leur donnent le pouvoir d'intervenir, de travailler. Alors, soit la commune travaille tout seule, et puis elle vient voir les autorités coutumières quand elle en a besoin, quand elle a besoin de faire passer une route, quand elle a besoin de construire quelque chose, soit les communes travaillent en bonne intelligence avec les chefferies et les autorités coutumières. Pour que cela se passe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut encadrer les choses. Parce que laisser les choses en l'état, à la libre disposition des uns et des autres, à la libre détermination de ce que l'un et l'autre dit, non. Il y a des endroits, il y a des maires qui travaillent bien avec les communes, il y a d'autres endroits, ils ne travaillent pas du tout. Hein? Donc, mais il faut positionner la chefferie pour que la chefferie, sur tout ce qui touche à ces domaines, et là, par exemple, l'exploitation des ressources naturelles, par exemple, la construction d'un grand projet de développement sur les crevettes ou sur un gros projet de développement, sur une carrière. Ce qu'on demande aussi, c'est que c'est des outils qui vont avec les chefferies, c'est le pouvoir de décider de la réalisation de ces structures-là, dans le cadre du respect des études d'impact et du code de l'environnement, etc. Mais c'est un pouvoir qu'on doit donner aux chefferies dans leur zone d'influence quotidienne. Aujourd'hui, par exemple, on se rend compte que pour la DRAF, par exemple, qui c'est qui décide des attributions foncières? Eh bien, ce sont les commissions foncières communales. Et là où il y a la majorité n'est pas kanak, eh bien, qui décide finalement? C'est les maires qui ne veulent pas la réforme foncière. C'est eux qui doivent pouvoir le décider. Il suffit qu'ils mettent un avis défavorable à l'attribution la DRAF a fait tout le dossier, présente le dossier. Il suffit qu'ils émettent un avis favorable, le dossier ne passe pas. Ou quand le dossier passe, il arrive au comité provincial, je parle pour le Sud, hein. Pour le Nord, c'est peut-être un peu différent, je ne sais pas. Mais pour le Sud, c'est comme ça se passe. Quand ça remonte à la comité provincial, eh bien,
le comité provincial, le filtre se fait et il n'y a pas de terre. Les terres ne sont pas données. Ce qui fait que le résultat de la réforme foncière sur la côte ouest, dans la partie sud, c'est dramatiquement minime par rapport à ce qui s'est fait dans le nord.